bravant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Au micro de la BBC, une équipe de journalistes et de chansonniers exalte la résistance, qui au printemps 44 gagne en audience. Une centaine de journaux nationaux, comme Combat, Franc-Tireur, Libération, atteint une diffusion de plus de 2 millions d'exemplaires. Les résistants actifs sont entourés de la couronne protectrice de milliers de sympathisants, y compris dans les rangs de l'administration vichysoise, où l'on observe bien des retournements de veste. Outre la propagande par tracts et journaux, les résistants recueillent des renseignements sur le dispositif de l'occupant, effectuent des coups de main, exécutent des collaborateurs. La répression menée par la Gestapo et la milice est impitoyable. Des réseaux entiers sont moissonnés, les combattants de l'ombre sont torturés, assassinés. L'espérance de vie pour un résistant ne fut jamais aussi courte qu'au premier semestre 1944. Le sacrifice du matin de jeunes gens héroïques ne doit pas pourtant entretenir la mythologie d'une France tout entière résistante, dressée contre l'occupant et Vichy. Au printemps 44, une infime minorité, peut-être 2% de la population active, est engagée dans la résistance. À la veille du débarquement, la majorité des Français reste hostile à la résistance armée qui effraie. Les Français souhaitent être libérés, mais ne sont pas prêts à s'engager. Ils forment un marais attentiste et inquiet qui regarde s'affronter 100 000 collaborateurs et 100 000 résistants. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le chant des partisans, entonné par Anna Marley, pour la première fois sur les ondes de la BBC le 9 février 1944, va devenir l'hymne de ceux qui se battent, luttent et meurent. La mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Depuis l'instauration du STO en février 1943, les réfractaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre les maquis. En Bretagne, en Savoie, dans le sud-ouest, le Midi, un peu partout, des hommes jeunes, cachés dans les bois, vivent dans des conditions précaires. Les francs-tireurs se ravitaillent par la réquisition. Dans le Limousin, Georges Guingouin, clandestin depuis 4 ans, signe ses bons de réquisition, le préfet du maquis. À la tête de ces hommes, il participe à des coups de main pour se procurer des explosifs. La résistance entretient l'insécurité par le sabotage des voies ferrées. Ici, non. Les Français parlent aux Français. Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Tout retard d'1 minute sur les chemins de fer ralentit l'effort de guerre des nazis. Ceux qui désorganisent les trains désorganisent l'Allemagne. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer. La pénurie d'armes lourdes handicape l'action militaire. Les maquis sont mal fournis et les parachutages parcimonieux effectués par Londres ne permettent pas d'équiper chaque combattant. À l'extérieur, la France libre est devenue la France combattante. Et cette France, depuis 40, a une voix qui, de Londres, appelle sans cesse à résister. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Les Français libres ne consentent pas à ce que, sous prétexte d'ordre européen, leur pays serve à l'ennemi de base de départ.
pour attaquer d'autres peuples qui luttent pour le même idéal. Pays. Au micro de la BBC, une équipe de journalistes et de chansonniers exalte la résistance, qui au printemps 44 gagne en audience. Une centaine de journaux nationaux, comme Combat, Franc-Tireur, Libération, atteint une diffusion de plus de 2 millions d'exemplaires. Les résistants actifs sont entourés de la couronne protectrice de milliers de sympathisants, y compris dans les rangs de l'administration vichysoise, où l'on observe bien des retournements de veste. Outre la propagande par tracts et journaux, les résistants recueillent des renseignements sur le dispositif de l'occupant, effectuent des coups de main, exécutent des collaborateurs. La répression menée par la Gestapo et la milice est impitoyable. Des réseaux entiers sont moissonnés, les combattants de l'ombre sont torturés, assassinés. L'espérance de vie pour un résistant ne fut jamais aussi courte qu'au premier semestre 1944. Le sacrifice du matin de jeunes gens héroïques ne doit pas pourtant entretenir la mythologie d'une France tout entière résistante, dressée contre l'occupant et Vichy. Au printemps 44, une infime minorité, peut-être 2% de la population active, est engagée dans la résistance. À la veille du débarquement, la majorité des Français reste hostile à la résistance armée qui effraie. Les Français souhaitent être libérés, mais ne sont pas prêts à s'engager. Ils forment un marais attentiste et inquiet qui regarde s'affronter 100 000 collaborateurs et 100 000 résistants. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le chant des partisans, entonné par Anna Marley, pour la première fois sur les ondes de la BBC le 9 février 1944, va devenir l'hymne de ceux qui se battent, luttent et meurent. La mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Depuis l'instauration du STO en février 1943, les réfractaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre les maquis. En Bretagne, en Savoie, dans le sud-ouest, le Midi, un peu partout, des hommes jeunes, cachés dans les bois, vivent dans des conditions précaires. Les francs-tireurs se ravitaillent par la réquisition. Dans le Limousin, Georges Guingouin, clandestin depuis 4 ans, signe ses bons de réquisition, le préfet du maquis. Des réseaux entiers sont moissonnés, les combattants de l'ombre sont torturés, assassinés. L'espérance de vie pour un résistant ne fut jamais aussi courte qu'au premier semestre 1944. Le sacrifice du matin de jeunes gens héroïques ne doit pas pourtant entretenir la mythologie d'une France tout entière résistante, dressée contre l'occupant et Vichy. Au printemps 44, une infime minorité, peut-être 2% de la population active, est engagée dans la résistance. À la veille du débarquement, la majorité des Français reste hostile à la résistance armée qui effraie. Les Français souhaitent être libérés, mais ne sont pas prêts à s'engager. Ils forment un marais attentiste et inquiet qui regarde s'affronter 100 000 collaborateurs et 100 000 résistants. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le chant des partisans, entonné par Anna Marley, pour la première fois sur les ondes de la BBC le 9 février 1944, va devenir l'hymne de ceux qui se battent, luttent et meurent. La mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Depuis l'instauration du STO en février 1943, les réfractaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre les maquis. En Bretagne, en Savoie, dans le sud-ouest,
le midi, un peu partout, des hommes jeunes, cachés dans les bois, vivent dans des conditions précaires. Les francs-tireurs se ravitaillent par la réquisition. Dans le Limousin, Georges Guingouin, clandestin depuis 4 ans, signe ses bons de réquisition, le préfet du maquis. À la tête de ces hommes, il participe à des coups de main pour se procurer des explosifs. La résistance entretient l'insécurité par le sabotage des voies ferrées. Ici, Londres. Les Français parlent au français. Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Tout retard d'1 minute sur les chemins de fer ralentit l'effort de guerre des nazis. Ceux qui désorganisent les trains désorganisent l'Allemagne. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer.